Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une histoire de gloire, de chute et de fantômes du passé. Oui, celle de la Côte d'Ivoire. Exactement, la Côte d'Ivoire qui arrivait en championnat en titre à la CAN 2025 au Maroc et qui est repartie la tête basse. Éliminée en quart de finale. Et pas par n'importe qui. Par son éternelle bête noire, l'Égypte. Alors pour cette analyse, on a épluché pas mal de documents. Des comptes rendus, des analyses tactiques, les réactions de la fédération et aussi des articles qui reviennent sur cette rivalité. On peut même dire cette rivalité maudite. C'est le mot. Notre mission, c'est d'aller au-delà du score, ce fameux 3-2, pour vraiment comprendre comment une équipe favorite a pu s'effondrer. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir des éléphants? Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ce n'est vraiment pas une simple défaite. Pour le football ivoirien, jouer contre l'Égypte, c'est comme rouvrir une cicatrice. Ah oui, Oui, il y a un article de l'agence ivoirienne de presse qui utilise des mots très forts. Il parle de traumatisme indélébile. Chaque match est une chance de laver l'affront. C'est tout ce poids, toute cette charge émotionnelle qui était là sur le stade bien avant le coup d'envoi. traumatismes indélébiles. C'est une expression incroyablement puissante pour parler de sport. Il faut qu'on comprenne bien alors. Remontons un peu. D'où vient cette douleur si profonde? Ça s'est construit en deux actes, deux vraies tragédies sportives. La première, c'est la finale de la CAN 2006. Au Caire. Au Caire, il faut imaginer la scène, un stade avec 90 000 spectateurs égyptiens. Et pourtant, un journaliste qui était sur place, Rachish Nguessan Kwasi, il raconte un truc fou. L'Égypte avait peur de la Côte d'Ivoire. Ils avaient l'équipe pour gagner, c'est ça? Ils avaient l'équipe, oui, mais quelque chose s'est cassé. Les sources parlent de problème de gestion du groupe, la veille du match. Une sorte de tension interne, quoi. Et l'équipe, mentalement, elle s'effondre. Et ils perdent au tir au but. La pire des défaites, la plus cruelle. Perdre une finale chez l'adversaire au tir au but, c'est déjà le scénario catastrophe. Mais vous avez dit que c'était le premier acte. Le deuxième, il est peut-être encore pire, parce qu'il n'y a même pas eu de match. C'est le cauchemar de 2008, en demi-finale au Ghana. Ah oui, la génération dorée. La génération dorée, Drogba, Yaya Touré, au sommet de leur art. Et là, ils se font balayer, 4-1. 4-1. C'est une humiliation. Et l'image qui a marqué tout le pays, c'est celle de Jacques Anouma, le président de la fédération à l'époque. Après le match, il est resté debout, figé, silencieux pendant presque 2 heures. 2 heures. Oui. Au milieu de la tribune vide. C'est presque une scène de tragédie grecque, tu vois. Ça symbolise un rêve qui s'écroule en direct. C'est plus du sport à ce niveau, c'est un drame. Et ce drame-là, il est inscrit dans l'ADN du foot ivoirien. On comprend mieux la charge psychologique d'un coup. Donc quand les éléphants arrivent au Maroc en 2025, ils viennent pas seulement défendre un titre. Non, ils viennent avec tous ces fantômes dans leur valise. Exactement. Et l'ironie est terrible. C'est-à-dire? Leur ambition, c'est de faire le back-to-back. Gagner la CAN 2 fois de suite. Et au XXIe siècle, il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi ça. L'Égypte. L'Égypte. Donc pour égaler leur bourreau, il fallait d'abord le battre. La pression était juste immense. Et pourtant, avant d'en arriver à ce quart de finale, il y avait de vrais motifs d'espoir, non? Sur le papier, cette équipe semblait très solide. Je me souviens qu'on parlait beaucoup de la défense. Oui, la défense, c'était une des fondations, c'est vrai. Une charnière centrale très complémentaire avec Evan Ndika et Odilon Kosgnou. Des joueurs de classe mondiale. Tout à fait. Et devant, il y avait des talents qui explosaient, comme Amad Diallo ou Yann Diomandé. D'ailleurs, les stats de Diallo avant le match contre l'Égypte, c'était fou. Ah oui? 3 buts, une passe décisive et élu homme du match 3 fois de suite. Il était sur un nuage. Le collectif semblait vraiment monter en puissance. Mais alors, où était la faille? Parce que les sources disent aussi que le parcours en qualification, lui, avait été mitigé. Voilà, c'est ça la nuance. C'est une équipe qui est en pleine transition. On intègre des très jeunes, comme Christine Yao, où là, il a 19 ans. C'est une équipe avec un potentiel offensif énorme, capable de fulgurance, mais qui manque encore de constance, de maturité peut-être. Et ça, on l'a vu dès la phase de groupe, en fait. Justement, parlons-en de cette phase de groupe. Il commence doucement, une victoire 1-0 un peu poussive contre le Mozambique. C'est ça. Ensuite, un bon nul 1-1 contre le Cameroun quand même. Et puis il y a ce match complètement fou contre le Gabon. Ah, ce match contre le Gabon, c'est le résumé parfait de cette équipe. Racontez. Ils sont menés 2-0, c'est bien ça? Oui, menés 2-0 contre une équipe qui est déjà en difficulté. À ce moment-là, on se dit, c'est la crise. C'est fini. Et là,
Et là, on voit les deux visages de l'équipe. Le premier, c'est la fébrilité défensive. Ces sautes de concentration qui leur coûtent 2 buts. Mais le deuxième, c'est une force mentale incroyable. Ils se révoltent, ils ne sombrent pas. Et ils réussissent une remontada. Une remontada spectaculaire. Ils gagnent 3-2 et ça leur donne la première place du groupe. La question que je me pose, c'est est-ce que ce genre de match, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que ça soude un groupe ou est-ce que c'est un énorme signal d'alarme qui n'a pas été entendu? C'est toute l'ambiguïté. Sur le moment, c'est génial pour la confiance. Mais avec le recul, c'est un avertissement. C'est bien de savoir revenir, c'est une qualité, mais la discipline pour ne pas se mettre en danger, c'en est une autre. Et contre les grosses équipes? On n'a pas toujours la chance de pouvoir revenir. Exactement. En tout cas, cette confiance, on la retrouve en huitième. Ils jouent contre le Burkina Faso, et là, c'est une démonstration. Victoire 3-0, sans discussion. À ce moment-là, on doit se dire que la machine est lancée, non? Oui, et c'est là qu'intervient le concept du trompe-l'œil. L'analyse de l'ex-international burkinabé Madoudou Sama, elle est très éclairante là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Il explique que le coach du Burkina a tenté un coup tactique, un système inhabituel à 5 défenseurs, et il qualifie ce choix de presque suicidaire. Ah oui, carrément. En gros, le Burkina a servi le match sur un plateau aux Ivoiriens. Ils ont déroulé leur jeu sans aucune opposition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 66% de possession, une domination totale. C'est le piège classique, en fait. La victoire facile qui rend un peu aveugle juste avant le plus grand test. C'est cruel, mais c'est exactement ça. Cette euphorie a probablement masqué les faiblesses, des faiblesses qui allaient être fatalement exposées par un adversaire d'un tout autre calibre. Et cet adversaire, c'était pas n'importe qui. C'était l'Égypte, le rendez-vous qu'apparemment ils ne pouvaient pas manquer, et qu'ils ont manqué. On arrive donc à ce match, 10 janvier 2026. Agadir. J'ai regardé les stats, et il y a un chiffre qui est dingue. La possession? 71% de possession de balle pour la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut dominer un match à ce point et le perdre 3-2? C'est tout le cœur du problème. Et c'est tout le génie tactique ou le cynisme, c'est selon, de l'Égypte. Les pharaons, ils n'ont pas besoin du ballon pour gagner. Ils ont besoin des erreurs de l'adversaire. Voilà, et ce match est une caricature de ça. La domination ivoirienne a été stérile. Complètement. Ils ont fait tourner le ballon sans jamais vraiment trouver la faille. Et l'Égypte, pendant ce temps, attendait, patiemment, prête à planter un couteau à la moindre occasion. Et les occasions, les Ivoiriens leur en ont donné. Le scénario du match, c'est un cauchemar. C'est le pire scénario possible. Ils encaissent un but dès la 4e minute. Sur une perte de balle de Franck Caissier, un cadre. Un joueur d'expérience, oui. Donc, d'entrée de jeu, le plan de match est à la poubelle. Et les vieux démons, ils ressurgissent. Comme l'a dit le coach Emer Safaé après le match, encaisser un but si tôt contre l'Égypte, c'est se condamner à courir derrière le score. Ça met une pression psychologique énorme. Et ça met l'adversaire dans un fauteuil. Totalement. Et à chaque fois qu'ils ont une lueur d'espoir, ils sont punis. Ils prennent un 2e but sur corner, mais ils arrivent à réduire le score juste avant la mi-temps. On se dit, ok, c'est possible. Et au retour des vestiaires? C'est la douche froide. Mohamed Salah qui marque le 3e but sur une passe décisive sublime de l'extérieur du pied d'Achour. C'est l'histoire d'un espoir constamment anéanti. Le but de Guéladoué à la fin, il est presque anecdotique. L'Égypte a donné une leçon d'efficience glaçante. Qu'est-ce qui explique que ces 71% de possession n'aient servi à rien? Les critiques ont beaucoup visé le milieu de terrain. Le rapport technique pointe notamment un Ibrahim Sangaré, qui a été jugé transparent. Son rôle, c'était de faire l'essuie-glace devant la défense, de couper les contres. Et il n'a pas réussi. Laissant la défense exposée. Totalement exposé aux flèches égyptiennes. Et puis, il y a le débat sur le coaching d'Emer Safaé. A-t-il trop fait confiance à la jeunesse? Est-ce que l'expérience d'un joueur comme Nicolas Pepe, qu'il n'avait pas sélectionné, aurait pu faire la différence? On lui a aussi reproché des changements tardifs. Oui, certains supporters et analystes, oui. On imagine la réaction au pays. Après une défaite pareille contre cet adversaire, les couteaux devaient être de sortie. Ah, c'était une tempête. Une véritable tempête. Les réseaux sociaux se sont déchaînés, réclamant la tête d'Emer Safaé. Dans beaucoup de pays, après une telle pression populaire, le coach aurait été limogé. Dans les 24 heures. C'est ça. Mais pas cette fois. Le président de la fédération, Yassine Idriss Diallo, a pris tout le monde à contre-pied. Sa réaction a été extrêmement ferme. C'est assez rare pour être souligné. Quelle était sa logique? C'est un moment clé. Ça en dit long sur la stratégie de la fédération. Il a pris la parole et il a refusé de céder à la pression.
il a été très clair. Il a dit « oui, c'est un échec » par rapport à l'objectif de défendre le titre. Mais il a tout de suite ajouté une nuance capitale. Ce n'est pas un échec définitif. Et il a eu une phrase très forte. Moi, je ne cède pas sous la pression. Je travaille pour mon pays avec sérieux. Un message clair. Et comment il a justifié de maintenir sa confiance en Fayet? Il a rappelé le tableau d'ensemble. Il a dit en gros, n'oubliez pas que ce coach, il nous a fait gagner la CAN 2023 et surtout, il nous a qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, ce qui n'était pas arrivé depuis 2014. Il a aussi utilisé un peu l'ironie pour pointer l'inconstance de l'opinion publique. Ah oui, avec le surnom de Fayet. Exactement. Il a lancé, quand il a bâti le Burkina, vous l'avez appelé Guardiola Fayet pour l'encenser. C'est sa manière de dire on ne juge pas un projet sur un seul match, même si ce match est douloureux. Donc c'est le choix de la stabilité contre l'émotion du moment. La déception de cette CAN doit servir de leçon. Et son analyse est aussi très rationnelle, presque froide. Il rappelle que la Côte d'Ivoire est la 6e équipe africaine au classement FIFA. Et qu'elle a été éliminée par la 3e, l'Égypte. Voilà. D'un point de vue purement statistique, le résultat respecte une certaine logique. C'est une façon de dédramatiser, de gérer les attentes. Donc, pour résumer, ce parcours des éléphants en 2025, c'est l'histoire d'une jeune équipe, talentueuse, en pleine reconstruction. Voilà. Qui a montré des signes de brillance, mais aussi beaucoup de naïveté. Une équipe qui a été rattrapée par ses vieux démons et punie pour ses failles de concentration par un adversaire historique. Un adversaire impitoyable. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une pensée finale, une question qui va sans doute planer sur le football ivoirien pour les mois à venir. Oui. D'un côté, on a une fédération qui fait un choix fort, celui de la stabilité, basé sur une analyse froide, rationnelle et des objectifs à long terme. De l'autre, on a la douleur, la frustration de millions de supporters, une attente passionnée, nourrie par l'histoire, par le statut de champion. Et ça soulève une question essentielle. Pour cette équipe, le plus grand défi est-il de corriger ses faiblesses tactiques sur le terrain ou de réussir à réconcilier la logique froide d'un projet de reconstruction avec le désir brûlant de toute une nation de rester au sommet, ici et En maintenant. football, tout peut basculer en un instant. La gloire, la déception, la frontière est incroyablement mince. Et pour la Côte d'Ivoire, la championne en titre, cette frontière a été franchie de la manière la plus brutale qui soit. Il faut s'imaginer l'ambiance. La Côte d'Ivoire arrive au tournoi de 2025 avec le statut de championne, porté par toute une nation. Le rêve, c'était le doublé. Mais ce rêve a viré au cauchemar, laissant derrière lui un sentiment de désolation. Et voilà le moment où tout s'arrête. Le coup de sifflet final, le score qui tombe comme un coup près. 3-2. Une défaite contre l'Égypte, le rival de toujours, ce 10 janvier 2026. Un score qui a littéralement fait taire tout un pays. Mais pour bien comprendre la violence du choc, il faut qu'on revienne un peu en arrière, juste avant ce match. L'optimisme était partout, vraiment. Ce deuxième titre d'affilée, tout le monde y croyait. Il semblait à portée de main. Et il y avait de quoi y croire. L'équipe semblait monter en puissance. Les experts ne parlaient que de ça. Une défense de fer, un esprit de groupe qui avait atteint son sommet au tour précédent contre le Burkina Faso, et bien sûr, des individualités capables de débloquer n'importe quelle situation. Et au milieu de tout ça, il y avait lui, Amad Diallo. Avec déjà 3 buts au compteur avant ce quart de finale, il était tout simplement l'un des attaquants les plus dangereux du tournoi. Alors, la question que tout le monde se pose est la suivante. Comment une équipe qui semblait si forte, avec une telle dynamique, a-t-elle pu s'effondrer aussi spectaculairement? Le scénario du match est terrible. Le mal a été fait dès le début, en fait. Encaisser un but après seulement 4 petites minutes de jeu, ça a complètement changé la donne. Ça a mis les éléphants dans une position où ils devaient courir après le score d'entrée. À peine le match terminé, c'est l'heure des comptes, évidemment. Joueurs, entraîneurs, fédération, tout le monde cherche à comprendre les raisons de ce qui ressemble à un véritable naufrage. Le sélectionneur lui-même, Emers Fayet, met des mots très clairs sur le problème. Pour lui, c'est mental. Ces buts encaissés si tôt ont créé un blocage psychologique, un handicap trop lourd à porter face à une équipe comme l'Égypte. Mais certains analystes sont bien plus sévères. Ils ne parlent pas seulement de ce match, mais de tout le tournoi. Pour eux, l'équipe n'a tout simplement pas été au niveau, pointant du doigt un manque d'intensité flagrante au moment décisif. Et forcément, la réaction du public a été immédiate. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, une vague de colère a déferlé. Et une cible principale s'est très vite dessinée, le sélectionneur et son staff.
Face à cette pression populaire, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a décidé de monter au créneau. Et sa réponse a été pour le moins directe. Il a refusé de plier, renvoyant les supporters à leurs propres contradictions. On se retrouve donc avec deux camps qui s'affrontent. D'un côté, la réaction à chaud, l'émotion du public qui demande un changement immédiat, et de l'autre, la fédération qui appelle au calme, à la rationalité et qui défend une vision sur le long terme. Alors, entre la pression de la rue et la stratégie de la fédération, qui a eu le dernier mot? Voyons comment ce bras de fer s'est terminé. La réponse de la fédération a été sans ambiguïté. Pour elle, cette défaite n'est pas une fin en soi. Le président a parlé d'un échec, oui, mais d'un échec qui fait partie d'un projet beaucoup plus grand, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026. Et donc, la décision finale, la voici. Malgré la tempête, la fédération a tenu bon. Emers Faé n'est pas licencié. Il est confirmé à son poste de sélectionneur. Le projet continue avec lui. Le cap est donc officiellement fixé. La déception de cette CAN en Maroc doit être digérée, et vite. Car tous les regards se tournent maintenant vers un objectif bien plus grand, la scène mondiale. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Au fond, cette élimination brutale, est-ce que c'est juste une cicatrice douloureuse ou est-ce que c'était peut-être la leçon, la claque nécessaire pour forger l'équipe qui, un jour, deviendra championne du monde ?